Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Martial Bild. Oui, merci de venir régulièrement d'ailleurs à TV Liberté. Vous êtes à l'initiative du magazine Putsch, média qui cherche à favoriser les débats culturels et sociétaux. Et vous êtes aussi l'auteur, c'est la raison de votre présence, d'un ouvrage intitulé « Média, le grand errement ». Le discrédit des médias classiques dans l'opinion ne cesse de croître année après année. Vous considérez que l'épisode de révolte des Gilets jaunes a fait apparaître clairement cette fracture entre le peuple et les élites médiatiques. Vous parlez même de fracture, je cite, profonde et purulente. Exactement, oui, je fais remonter ça effectivement aux Gilets jaunes parce qu'il y a eu une fracture absolue entre une partie du peuple, cette partie du peuple qui a été invisibilisée pendant 20 ans, qu'on n'a pas vu voir, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a remis comme ça au fond des provinces permanentes. On a parlé de tribus populaires, ça et là, qui étaient là et qui n'avaient pas voix au chapitre parce qu'elles étaient... Ils avaient des idées finalement presque défendues, contre-productives. Ils ne comprenaient pas bien les grands enjeux de société. Rappelez-vous un des membres du gouvernement qui disait que la politique du gouvernement était trop subtile finalement pour que les Français comprennent les grands enjeux. Donc on s'est rendu compte avec les Gilets jaunes que ces gens-là ont émergé, une partie du peuple français a émergé et a voulu revenir sur le devant de scène médiatique et les médias mainstream ont été obligés bien entendu de les recevoir sur les plateaux télé pour en parler et ils les ont fait venir sur les plateaux télé. On pourra en parler du traitement qui a été absolument inadmissible des Gilets jaunes pendant on va dire 6 mois. Quand je parle des Gilets jaunes, entendons-nous bien, je parle des Gilets jaunes historiques, les premiers 6 mois. Les vrais. Vraiment, voilà les vrais Gilets jaunes, pas ce qui s'est passé par la suite bien entendu, mais le canal historique des Gilets jaunes, voilà, ce traitement médiatique, on a bien vu ce qui s'était passé. Voilà. Alors, comment vous expliquez cette fracture ? Simplement parce que les médias ne jouent plus leur rôle de contre-pouvoir, c'est ce que vous dites en gros ? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils devaient jouer un rôle de contre-pouvoir d'une part, mais je pense que c'est la fracture, vous savez, entre les anywhere et les somewhere. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un peuple français qui finalement a été abruti délibérément, pendant 20 ans, je le dis, c'est une thèse que je maintiens, je pense qu'on a abruti les gens d'une espèce d'hédonisme permanent, j'appelle ça l'icéaisation de la société, c'est-à-dire qu'on a canapé, Netflix, jeux télé, talk show, et les gens, on a essayé finalement de les faire devenir des consommateurs, donc on les a dépossédés quelque part de la citoyenneté. J'y mettrai un peu d'équilibre parce que aussi il y a une volonté des gens de ne plus s'informer. Donc finalement il y a une responsabilité aussi de la plupart des Français. Mais on leur a promis la mondialisation heureuse. Souvenez-vous Martial Bild, dès le début des années 2000, on leur dit la mondialisation, vous allez voir, ça va aller mieux, tout le monde va en profiter. Rappelez-vous du ruissellement. Il n'est pas vrai que sous Emmanuel Macron le ruissellement. Donc ces gens finalement sont restés dans un état de béatitude. Et puis quand les choses ont commencé à aller mal, notamment en économie, notamment avec les délocalisations, notamment avec le chômage endémique, eh bien les gens se sont posé des questions et ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit souci dans ce pays et il y a eu une fracture et là on a vu l'endogamie entre les élites médiatiques, d'une part, et quand je parle des médias, Martial Bild, je voudrais qu'on soit très clair. Je parle des grands médias, d'accord, on va dire mainstream, ce qu'on appelle, et les grandes rédactions, et certains éditorialistes. Je ne parle pas de tous les journalistes. Il n'y a pas un panier où je mets tous les journalistes. Je parle seulement des grandes rédactions. D'éditorialistes, je parle des faiseurs de roi, ceux qui pensent faire la pluie et le beau temps. Et donc, il y a eu cette endogamie, et avec ce retour du peuple des Gilets jaunes, finalement, il y a eu une prise en charge. Les gens ont voulu prendre en main leur destin et ils se sont rendus compte que le traitement médiatique, ça a mis en lumière, finalement, cette divergence d'intérêts qui repose sur les éléments fondamentaux d'une vision de l'avenir, une vision de la France, une vision, finalement, de notre société. Entre globalisation d'un côté, mondialisation, et de l'autre côté, des gens, Gilets jaunes et France périphérique, avec une identité, avec un enracinement, et ils ont compris finalement qu'on était en train de les déposséder, et pour ceux, la brebis égarée, là, qui allait finalement demander son dû, son souveraineté, son droit à parler, son droit à répondre, son droit à s'exprimer, on les a traités de complotistes, de populistes, finalement, vous savez, le langage sémantique est très riche dans la matière, et finalement, on a vu s'établir comme ça une espèce de carte routière de la pensée autorisée. Il y avait avant la bien-pensance, souvenez-vous, la bien-pensance parisienne, et puis on a dérivé petit à petit, vers finalement une police de la pensée avec un néolibéralisme autoritaire, incarné formidablement bien par Emmanuel Macron. Voilà un peu ce cheminement, et j'en parlais. Cheminement que vous avez indiqué dans cet ouvrage, dont j'indique bien évidemment à nos téléspectateurs que vous pouvez le retrouver dans la boutique sur le site de TV Liberté, tvliberté.com. Est-ce que c'est pas aussi cette crise des Gilets jaunes quand même le grand échec de ces médias-là? Premièrement parce qu'ils n'avaient pas vu venir le phénomène. Deuxièmement, ils ne connaissaient même pas cette population-là qui pour eux n'existait pas. Et enfin, ils trouvaient une population qui parlait sans filtre,
alors que eux ne cessent de filtrer la pensée. Bien sûr, je pense qu'il y a eu quand même un énorme mépris de classe. Parce que quand vous considérez la majorité des Français comme des tubes digestifs, forcément, à un moment donné, le mépris de classe, il ne se cache plus. Voyez-vous, je me rappelle d'un éditorialiste pendant la crise des Gilets jaunes qui nous avait dit « Les Gilets jaunes sont des êtres méprisables ». Vous imaginez Marcel Bille dans un pays comme la France, avoir des gens sur un plateau télé à Paris qui dit comme ça, sur une tranche 18-20 heures, ces gens-là sont des méprisables. C'est absolument scandaleux. C'est ignoble. Et on est toujours pareil, vous l'avez dit, on était dans l'invisibilisation de cette société finalement, cette France périphérique qui souffre, qui a été envoyée au fin fond de la France provinciale. C'est moins que rien, c'est déplorable. Rappelez-vous, Hillary Clinton, bien entendu, et Christophe Guilluy, le temps des gens ordinaires. C'est ça, ce sont les gens ordinaires. Et ces gens-là, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui font quand même une grosse partie de la France, et on leur a subtilisé leur liberté de penser et également leur souveraineté. Et finalement, je le dis, il y a une espèce d'endogamie qui est devenue terrible, tellement endémique, et ça m'embête de le dire, mais on est vraiment maintenant camp contre camp. Et ça, c'est absolument effrayant pour un pays comme le nôtre, sur le pluralisme des voix. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a excommunié le débat équilibré, l'équité, des points de vue différents, de manière à pouvoir donner aux gens des clés de réponse sur les sujets importants, de manière à ce qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes et qu'ils se fassent leur propre idée. Mais si vous partez du postulat simple et béat que l'auditeur, le téléspectateur, le spectateur est un imbécile, ben forcément, ça vous pousse vers ce mépris de classe et vous essayez de faire le redresseur de tort des bonnes opinions et de remettre ces gens sur la carte routière de la pensée autorisée. Voilà. Hier, il y avait des méprisables, maintenant, il y a des non-essentiels. Exactement. Vous dénoncez aussi la massification d'intérêts par plusieurs milliardaires, avec ce phénomène de concentration des médias aux mains de quelques mains. Est-ce que ce phénomène-là d'acquisition nuit au pluralisme ? Alors, moi, très sincèrement, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Je ne pense pas que forcément ça soit le vrai problème. Bien sûr qu'il y a une acquisition, il y a cette endogamie capitalistique qui est là. D'ailleurs, on voit qu'on est à un an des présidentielles et qu'on est en train de se battre pour acheter ci, ça. On voit très bien les mouvements de plaques tectoniques qui sont en train de se mettre en place. Mais moi, je ne crois pas, finalement, que c'est joué énormément. Et on verra, on pourra en parler. Mais je pense que déjà, les grands médias sont en train de perdre le monopole de l'information. Ça me paraît clair. Voilà, et on parlera peut-être des médias alternatifs, notamment. Mais je pense surtout que on est sur un bloc de granit qui est l'idéologie absolue. C'est-à-dire que l'idéologie, vous pouvez avoir des regroupements d'intérêts autour des grands médias, bien entendu, et je voudrais qu'on parle aussi, quand je parle des grands médias, on en a parlé tout à l'heure, mais je parle des grands médias et des éditorialistes, je ne parle pas de tous les journalistes dans les rédactions, attention, soyons très clairs, je parle des gens de faiseurs de roi. Le regroupement, finalement, l'agrégat de puissance financière industrielle autour de médias, ça joue énormément, bien entendu, mais je pense qu'il y a une idéologie qui est quand même là, et ces gens font partie des 1%. Ces gens font partie des élites kérosènes dont parle Michéa. Ces gens, parce qu'ils ont les moyens de faire la mondialisation. Ils ont les moyens, ils en profitent de la mondialisation, de la globalisation, donc ils sont ouverts sur le monde, même s'ils sont très refermés sur leur petit monde endogamique et dans leur petit quartier parisien, c'est toujours pareil. On vend toujours la flexibilité, l'ouverture à l'autre, mais généralement, quand on est dans ces milieux-là, on est toujours très enfermé dans ses vacances, dans l'éducation de ses enfants et dans ces lieux de villégiature. Voilà. Alors, parmi les médias que vous évoquez, ou que vous ciblez, il y a évidemment France Télévisions et plus généralement le service public. Et là, vous évoquez une mission d'information galvaudée. Et vous avancez même l'idée que sur la radio publique, il y a une liste noire des invités. Vous êtes sûr de cela ? Alors, je le pense, mais je parlais de France Inter notamment dans mon livre, notamment sur les élections américaines. Je fais tout un descriptif là-dessus, sur les élections entre Trump et Biden. On s'est bien rendu compte, bien entendu, que sur les 6 derniers mois avant les élections de novembre 2020, tous les sujets de la matinale qui étaient consacrés aux élections américaines, nous avons eu que finalement des anti-trumpistes. Alors, une nouvelle fois, je ne demande pas qu'on ait des ravis de la crèche du trumpisme, je demandais simplement qu'on ait un peu d'équilibre, sachant que les services publics, me semble-t-il, aux dernières informations, les Français payent le service public, jusqu'à preuve du contraire, me semble-t-il, donc c'est nos impôts aussi. Donc je pense que l'information est un bien public, bien entendu, et je pense que les Français ont droit au pluralisme des voix. Après, en ce qui concerne les blacklistages, il y a quand même des gens qui passent très peu dans les médias publics, et il suffit tous les téléspectateurs de TV Liberté d'aller faire le lien et les plannings et les calendriers des émissions ou les archives des émissions, les replays des émissions pour se rendre compte qu'il y a quand même des voix aujourd'hui qui sont complètement discriminées. C'est de la discrimination. Vous savez, Marcel Bille, quand on ne vous invite pas pour vos idées politiques, c'est de la discrimination. Et d'autant plus sur un service public, parce que là, on parle du service public. Je ne parle pas du service privé où c'est la déontologie, mais le public, c'est la discrimination, finalement, si on ne vous met pas sur le plateau. Donc, ça pose un vrai problème, parce que, je le dis, le service public, l'information est
un bien public et les Français ont le droit au pluralisme. Vous avez été invité sur France Télévisions ? J'ai été invité tout au début, il faut le dire, au lancement de Putsch en 2018, quand mon média avait la fibre culturelle, vous savez, donc j'ai fait France Inter, France Culture, France Info, d'ailleurs je le remercie de m'avoir invité à ce moment-là, mais là on ne peut pas dire que ce soit massé au portillon de ma maison d'édition pour essayer de m'inviter et pouvoir débattre largement et sereinement de ces questions-là. Quand on lit l'ouvrage, on comprend un peu, si le service public ne remplit pas donc sa mission de pluralisme et de neutralité, alors est-ce qu'il faut conserver un service public ? Est-ce qu'il faut conserver ce qui est un coûteux service public ? Vous avez un point de vue là-dessus ? Cette question est extrêmement intéressante. D'ailleurs, j'y réfléchis pendant que la question est posée. Voyez-vous, c'est ça qui est bien dans le débat. Mais je veux dire, oui, je pense qu'il faut conserver un service public. Mais il faut toucher à quelque chose qui est une sacro-sainte règle. Une nouvelle fois, il faut à un moment donné arrêter l'idéologie. Arrêtons l'idéologie. Parce que si on a une idéologie, le service public ne pourra jamais jouer son rôle fondamental de service public, de droit à l'information, de droit au pluralisme. Alors moi, je pense qu'il faut le garder, mais pas dans ces conditions. Pas dans ces conditions. On ne peut pas avoir des gens qui, sur le service public, disent que finalement, il y a toute une série de gens qui ne pourront pas être invités. Je renvoie les téléspectateurs de TV Liberté à mon livre. Il y a plusieurs passages là-dessus. Non, je pense que ça, c'est indigne du service public. C'est pas son boulot. Et puis on est quand même à la lisière, au milieu du gué, de la propagande, notamment, et de la désinformation. Alors, désinformation, non, parce qu'il n'y a pas de fake news. Mais quand on pêche par omission, notamment sur plusieurs sujets, c'est compliqué. Donc, si on y ajoute à ça que finalement, on invite toujours les mêmes, finalement, on se dit que l'information a perdu un sacré bout. Alors vous évoquez aussi, à côté de France Télévisions, un autre genre de télévision, c'est les chaînes dites d'info, plus particulièrement CNews. Et ça m'a retenu mon attention, CNews qui appartient à M. Bolloré, et où officient des personnalités comme Éric Zemmour, Pascal Praud, M. Morandini qui vous a reçu. Vous avez des mots assez durs pourtant, non pas sur eux, mais sur CNews. Je cite, CNews semble avoir intégré que la démocratie et le pluralisme des voix sont devenus des marchés à part entière. Est-ce que vous semblez mettre en doute finalement la sincérité de la démarche de CNews en disant que c'est des parts de marché qu'ils essaient de les acquérir? Non, fort bien d'ailleurs. Oui. Je pense qu'il y a une côté mercantile, purement mercantile. Ils ont estimé qu'il y avait un créneau. Ça peut être aussi valable pour la presse alternative. Oui, mais ça, je veux dire par là, c'est qu'ils ont vraiment tapé fort avec Pascal Praud, avec son émission L'heure des pros, et il y a toute une série d'invités. Éric Zemmour aussi, quand ils ont fait venir Éric Zemmour. D'ailleurs, on voit que LCI en face a mis, je crois, pour les contrer cette année, Darius Rochebain. Voilà, on voit un peu le décalage aussi dans l'affaire Rochebain là-dessus. Mais je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, oui, CNews s'est dit, ce plan-là, ce créneau-là, il n'est pas occupé. Il n'est pas occupé. Donc on va l'occuper, on va mettre du Pascal Praud, on va mettre du Zemmour. Alors c'est intéressant parce que ça permet d'avoir d'autres voix. D'ailleurs, vous noterez les attaques dont sont l'objet Éric Zemmour et Pascal Praud. Qu'on en pense quoi qu'on veuille, peu importe. Mais il y a des grosses attaques. Mais finalement, je pense que CNews, d'ailleurs, a planté un drapeau là-dessus. D'ailleurs, on voit que ça marche, puisque les audiences cartonnent. On verra pour combien de temps, mais elles cartonnent. Donc pour moi, effectivement, c'est un choix de marché. C'est une part de marché qui a été récupérée sur laquelle CNews a mis la main. Alors je reformule ma question. Oui. Pour que ce soit encore plus clair, Ouais. Est-ce que vous considérez que CNews conquiert un marché et des parts d'audience et que c'est son seul objectif ? Je pense qu'il y a de ça, il y a beaucoup de ça derrière. Je pense qu'il y a une réflexion autour des parts d'audience, le PAF. Voilà. Et je pense qu'ils ont identifié dans le paysage médiatique, qu'il soit de presse écrite ou de presse télévisuelle, finalement, d'aller piocher dans des gens qui pourront, à un moment donné, fédérer un lectorat extrêmement important. Mais c'est une chaîne privée. CNews c'est une chaîne privée. Donc oui, je pense qu'il y a une visée très mercantile dans ce choix de chaîne. Et puis il y a peut-être aussi une version idéologique, on l'a beaucoup dit dans les médias, un côté Fox News à la française, avec une presse d'opposition ou d'opinion, peut-être, pour 2022, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on voit que ça bouge énormément dans les médias, donc CNews, peut-être, aurait une envie de Fox News, ça a été dit, après on verra sur le long terme. Moi, je vois que les audiences marchent plutôt bien. Après, c'est un choix éditorial qui a été fait, avec des choix d'invités très clairs, très marqués. On verra bien si ça tient la route. On verra si ça tient la route. Voilà. Ils sont en voie de dépasser BFM, RT. Russia Today. On trouve beaucoup plus, grâce à vos yeux, peut-être parce que vous en êtes un intervenant, toujours est-il que Russia Today, c'est, vous dites, la stratégie gagnante du pluralisme des voix. Ah, bien sûr, je suis tout à fait d'accord là-dessus. D'ailleurs, j'en parle plaisir à Mme Federova. Oui, bien entendu. Alors moi, je suis éditorialiste politique chez RT France. Premier élément de réponse, c'était la première chaîne qui m'a fait confiance. Pendant les Gilets jaunes, c'est la première chaîne qui m'a appelé. Un soir, j'y suis allé, j'y suis retourné, et puis ça fait 2 ans et demi que j'y suis. Maintenant, j'y suis éditorialiste politique. Et ce qui m'a beaucoup intéressé chez RT, déjà, la marque de confiance.
c'est important, une marque de confiance d'une chaîne info. Et autre chose, c'est que sur tous les passages que j'ai faits, et ô combien j'en ai fait beaucoup de passages sur RT, et j'en fais un passage sur la semaine à mon édito du jeudi matin, on ne m'a jamais repris sur mes sujets, on ne m'a jamais repris sur mon texte. Je suis libre de dire ce que je veux sur la politique nationale et la politique européenne. C'est mes sujets de prédilection. Voilà. Et on ne m'a jamais dit quoi que ce soit par rapport à ça. Et je noterai d'ailleurs que nous sommes 5 ou 6 éditorialistes, notamment sur les matinales, et je peux vous assurer qu'on n'est pas du tout d'accord entre nous, hein, sur les politiques nationales, sur la sécurité, sur la souveraineté, sur la politique économique à mener dans ce pays. On n'est pas du tout d'accord. Donc ça prouve bien, tout de même, que si on n'est pas d'accord entre nous éditorialistes et qu'on a tous autant notre temps d'antenne, eh bien c'est intéressant. Voilà, donc je trouve que c'est une chaîne qui a bien gagné, elle a émergé vraiment pendant les Gilets jaunes, parce qu'elle a donné la voix aux Gilets jaunes. Alors on dira, oui, ils se sont faits sur les Gilets jaunes. La preuve, c'est qu'ils leur ont donné la parole, déjà. Ils en ont invité beaucoup sur les plateaux, avec un débat beaucoup plus équilibré. On n'invite pas un gilet jaune pour le massacrer. Mais ils ont aussi invité des gens qui n'étaient pas du tout pour les gilets jaunes, des représentants de commerçants, enfin toute une série de choses. Et ça, c'est extrêmement intéressant de s'en rendre compte. Voilà, parce que je pense qu'il y a eu ce pluralisme des voix. Et je noterai d'ailleurs que depuis que je suis sur la chaîne, il y a des gens tout au début de premier plan, politiquement, qui n'y venaient pas. Et je vous invite à aller voir le nombre d'invités qu'il y a. Aujourd'hui, ils ont énormément élargi leur focus d'invités. C'est-à-dire des gens qui refusaient d'y aller, ils sont allés. Parce que RT a maintenant une belle audience là-dessus. Donc moi, à partir du moment où une chaîne fait ce pari gagnant du pluralisme des voix, quel que soit, moi, je peux y dire ce que je veux. Je ne vois pas pourquoi je critiquerais cette chaîne-là, où je me sens bien, où je peux dire ce que je veux. Et c'est d'ailleurs le prolongement de Est-ce que RT appartient à la presse alternative pour vous ? Moi, je pense qu'RT, non, c'est une chaîne d'info, une chaîne d'information qui concurrence les 3 autres. Voilà, concrètement. Elle se situe un peu en marge, mais pour moi, c'est une chaîne d'information. C'est quoi la presse alternative ? Ah, la presse alternative. La presse alternative, déjà, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on l'a disqualifié comme ça. Au début, on a appelé ça réinformation. Presse alternative, il y a eu la fachosphère. Après, on a eu la fachosphère. Donc, on a eu ces 3 termes-là de disqualification. Parce qu'aujourd'hui, en France, on n'interdit plus la parole, mais on disqualifie l'invité, le contrevenant à la carte routière à passer autorisée. La presse alternative, c'est déjà, je pense, première chose, une presse indépendante. Donc on revient aussi un peu aux intérêts capitalistiques derrière. C'est une presse indépendante finalement qui essaie de se faire son boulot le plus sérieusement possible et qui, à un moment donné, quelle que soit son opinion politique, elle invite des gens, parfois qu'on ne voit pas dans tous les grands médias. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de donner un appel d'air. TV Liberté en fait partie, je crois. Voilà, une chaîne, c'est une chaîne alternative, en tout cas, c'est une chaîne qui a son poids. Et d'ailleurs, on comprend bien qu'à un moment donné, quand on invite des voix discordantes, on comprend bien que les gens se réinforment autrement ou s'informent autrement. Réinformer, je suis pas fan, mais s'informer autrement, j'aime mieux. Et finalement, cette presse alternative, elle n'est pas sous le joug d'une certaine idéologie mainstream. Chacun, par contre, on a chacun nos idées politiques, ou du moins nos tendances politiques. On a des journaux et des chaînes YouTube à extrême gauche, plutôt à droite conservatrice. Moi, j'essaye de me situer avec Putsch Média, pas forcément au centre, mais donner la voix vraiment à tout le monde. Je peux recevoir du REM, de la REM, je peux recevoir du LFI, je peux recevoir des syndicalistes CGT, je peux recevoir... Enfin, vous voyez, vous êtes courageux. Voilà. Vous êtes courageux. Et vous, il faut avancer, et je suis obligé de vous couper, mais il y a une autre fracture que vous évoquez quand même dans l'ouvrage, c'est vous dites qu'il y a la crise sanitaire, elle a dessiné aussi encore une nouvelle fracture entre les médias et les Français. C'est-à-dire qu'après les Gilets jaunes, c'est encore une nouvelle démonstration d'une fracture. Quelle forme cette fois-ci ? Ah ben toujours pareil, je pense qu'on est arrivé au bout du système. Là, on est arrivé au summum du tribunal médiatique. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, se poser des questions est devenu un délit médiatique. Sur tous les aspects de la crise sanitaire, on ne peut plus se poser de questions. C'est plus possible. Alors, il y a les complotistes, parce que là, il y a un camp de complotistes, ils sont très nombreux. Là, on est de plus en plus de complotistes. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que dès que vous posez une question sur la stratégie, sur les vaccins, sur les masques, sur la gestion même. Moi, je n'ai pas un avis médical, je pose des questions, j'essaie de décrypter politiquement ce qui se passe et médiatiquement ce qui se passe. Mais dès qu'on se pose des questions, quel que soit l'angle pris cette crise sanitaire, là c'est le tribunal médiatique. On l'a vu d'ailleurs, la censure très forte de certains réseaux sociaux. On l'a vu avec des attaques très fortes aussi contre certains professionnels de santé. Je noterai d'ailleurs que certains que vous avez reçus, notamment sur votre chaîne, Marcel Bild, qui étaient des pontes dans leur domaine, sont devenus des affreux complotistes en l'espace de quelques semaines. Donc j'ai du mal à comprendre que ces gens aient officié pendant tant d'années sous les ordres finalement d'une certaine partie de la classe médicale ou du monde médical, et ils se soient retrouvés rapidement mis au banc comme ça. Donc là, on a vu, pour répondre à votre question, finalement, on a vu que ce système était arrivé au bout, et ce système, en fait, il se radicalise. Il se radicalise. Donc le système médiatique se radicalise. Donc dès que vous n'êtes plus d'accord, maintenant là c'est le bannissement absolu. On vous envoie sur l'île d'Elbe l'île d'Elbe médiatique et on ne veut plus vous voir ici sur le terrain parce que déjà vous portez une espèce de voix qui accroche les oreilles de certains turiféraires de la pensée autorisée, de la pensée unique. Est-ce que c'est
En fait, vous dites qu'en 2017, par exemple, Macron a été le candidat des médias. Bon, vous dites maintenant qu'ils se sont radicalisés. Vous citez d'ailleurs Thomas Guénolé, qui est ancien socialiste ou ancien vert, je ne sais plus. Les médias ont suscité artificiellement l'intérêt au risque de piper les dés de la démocratie. Il parle pour Macron en 2017. Aujourd'hui, vous dites les médias se sont radicalisés, ils ont toujours les mêmes méthodes. Qu'est-ce qu'ils nous préparent pour 2022? Quel va être le candidat des médias en 2022? De toute façon, c'est très simple. Cette question est passionnante parce que Macron, le candidat des médias, oui, mais Macron était sur le candidat des médias, c'était celui surtout qui allait être l'enfant chéri de la mondialisation, l'enfant chéri du libre-échange, l'enfant chéri de l'effacement des frontières, l'enfant chéri finalement de quelqu'un qui va mettre à bas la nation, l'identité, la souveraineté, l'enracinement aussi. Donc c'était Emmanuel Macron à ce moment-là. Mais aujourd'hui, si Emmanuel Macron perd la route, parce que la crise sanitaire, il est quand même bien embêté, Emmanuel Macron, il perd de plus en plus de terrain, il s'en sortira pas, il y a des réformes capitales qu'il ne pourra pas faire, la réforme des retraites ne pourra pas la faire, même si l'Union européenne lui crie de la faire. Si Emmanuel Macron n'arrive pas au bout de sa feuille de route, parce qu'Emmanuel Macron a une feuille de route. Une feuille de route. Il va demander 50 plus. Oui, mais je ne crois pas, parce que s'il n'arrive pas... Alors moi, je ne suis pas convaincu de ça, parce que je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron puisse aller puisse se représenter. D'ailleurs, il avait dit, chez nos confrères de Brut, rappelez-vous, je ne suis pas sûr que je suis en capacité de me représenter, parce que les mesures que je vais devoir prendre, les réformes vont être très dures. Et si la grande presse parisienne, ou certains éditorialistes voient que Emmanuel Macron perd du terrain, il mettra un autre candidat qui sera prêt à faire cette politique néolibérale. Moi, je vois bien Édouard Philippe. On peut voir ou estimer ou penser que en début septembre, quand la rentrée va être là, Édouard Philippe pourrait être porté au pinacle comme ça par une presse finalement assez idéologique qui estime que Édouard Philippe sera finalement celui qui va continuer cette politique néolibérale. Parce que Macron, pas Macron, peu importe. La question, c'est l'endogamie par rapport à une politique mondialiste, une politique néolibérale, ce que j'appelle le néolibéralisme autoritaire. C'est ça la question. Donc, quel que soit le candidat, il faudra qu'il porte ces idées-là, qu'il porte ces intérêts-là. Donc, effectivement, peut-être qu'Édouard Philippe sera le nouveau candidat chouchou des médias qui essaieront de le porter jusqu'au perron de l'Élysée et on verra. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de très pragmatique dans les médias. C'est qui va être au pouvoir pour continuer à appliquer cette mondialisation contre l'intérêt du peuple. Contre l'intérêt du peuple et contre l'intérêt des Français, en niant leur souveraineté, en niant leur droit à s'exprimer, en niant leur droit de penser autrement, et en leur niant le droit, et c'est le plus grave avec cette crise sanitaire, en leur niant le droit de se poser des questions. Non, les Français ne sont pas du tout digestifs, les Français voient très bien ce qui se passe, ils ont quand même un bon sens populaire, et je ne suis pas de ceux qui trouvent le peuple bien sous tous ses aspects. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas idéaliser le peuple comme ça. Mais il y a un bon sens populaire, qu'on le veuille ou non. Oui, mais je sais qu'à Paris, ça fait grincer des dents. Mais il y a un bon sens populaire. C'est comme ça, messieurs, dames, souffrez que ce bon sens populaire existe. Et je crois qu'à un moment donné, la fracture va continuer. Et je vois ces médias que je vois aujourd'hui comme Fort Alamo. Ils sont totalement assiégés et ils se retrouvent là, mais il faut absolument qu'ils mettent quelqu'un, soit Emmanuel Macron, soit quelqu'un à sa place. Donc pour 2022, moi je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron se représente, mais par contre les médias, je suis sûr d'une chose, c'est que les médias porteront un candidat qui aura absolument le même programme qu'Emmanuel Macron, qu'il vienne de LR ou UDI ou tout autre parti politique qui a cette fibre mondialiste et d'Union européenne. Et votre média Putsch, dans cette vision 2022, quelle est son actualité ? L'actualité du pluralisme des voix, Martial Bill. Moi, je continue à inviter beaucoup de gens sur mon média. Je le disais, j'ai invité de l'AREM, j'ai invité toute une série de tendances politiques, des Dupont-Aignan. Vous voyez, le débat est très large. J'invite des personnalités. Je vais fouiller au Québec pour savoir ce qui se passe au Québec aujourd'hui avec les indépendantistes, les souverainistes. Donc, je vais vraiment chercher toutes les voix. Je vous fais une petite confidence. Tous les gens que je reçois, je suis pas d'accord avec eux. Mais Putsch Live, la chaîne YouTube ou Putsch Média, c'est pas un tribunal médiatique. Je suis pas là c'est pas un prétoire de tribunal. Et j'essaie de faire s'exprimer parce que je pars du principe. Mais simple, il me semble qu'il est simple ce principe. Je ne prends pas les gens pour des imbéciles, en fait. Je ne prends pas les gens pour des cons. C'est-à-dire que les auditeurs, les téléspectateurs et les visiteurs de Putsch ne sont pas des imbéciles. Si on arrive à comprendre ce postulat-là, je pense qu'on peut travailler sereinement dans la presse. C'est-à-dire qu'on vous imaginez de dire je ne vais pas inviter cette personne parce qu'il a des idées qui ne me plaisent pas et qu'il ne faudrait pas divulguer auprès d'un certain lectorat parce que vous comprenez, il peut en faire mauvais usage. C'est d'ailleurs l'histoire du référendum. Ne posons pas la question aux Français parce qu'ils répondent toujours à côté, ils ne répondent jamais à la question. Mais quelle infamie, quelle indignité de penser ça des Français, mais c'est un scandale. Donc, chez Putsch, j'ai cette foi là-dedans, j'invite des gens qui m'intéressent, que je passe au tamis, parce que pour leurs idées, pour leurs livres, mais même si je ne suis pas d'accord avec eux, je les invite, et je ne suis pas là pour leur faire leçon de morale. Voilà, je ne suis pas un redresseur de tort. Et on retrouve votre dynamisme et votre énergie dans cet ouvrage Média Le Grand Errement, c'est aux éditions Hugo et Doc, et c'est en vente sur la boutique, la librairie de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Je vous engage à vous y rendre dès maintenant. Merci Nicolas Vidal. Merci Martial Bild.